Bonjour Carole. Bonjour Marvin. Donc nous sommes ici pour parler de votre expérience d'enseignement pendant le confinement. Donc tout d'abord, je vous laisse vous présenter. Écoutez, avant de me présenter, je voudrais d'abord remercier le CIPM, le Centre d'innovation pédagogique et numérique, qui a eu cette heureuse initiative de récolter les expériences des enseignants confinés. Et nul doute que cette base de données va être très très importante pour les analyses à venir. Mais je me permettrai quand même une petite remarque. Il y a peut-être un aspect qui a été un peu omis dans votre démarche. C'est le fait que les paroles d'enseignants confinés que vous récoltez, que vous recueillez, ce sont aussi des paroles de chercheurs confinés. Et ça me paraît quelque chose de très important qu'il ne faudrait pas omettre, parce que nous avons aussi été empêchés dans notre activité de recherche. Et la spécificité de l'enseignement à l'université, c'est justement cette circulation entre l'enseignement et la recherche. Et 400 enseignants à l'université Gustave Eiffel sont aussi chercheurs. Je vais répondre à votre question, bien sûr, et je vais me présenter maintenant. Je m'appelle Carole Aurouet, je suis enseignante et chercheuse en études cinématographiques à l'université Gustave Eiffel. Mon titre exact, c'est maîtresse de conférences habilitée à diriger des recherches. Donc c'est un peu long, c'est pour ça que j'ai mentionné enseignante-chercheuse au départ, tout simplement. Pour tout vous avouer, comme j'ai toujours un peu eu peur de la consanguinité intellectuelle, j'ai développé des connaissances et des compétences dans des champs disciplinaires différents et auprès d'étudiants assez divers. Alors c'est un choix un peu atypique, hein, j'en conviens, mais l'université Gustave Eiffel l'a bien compris et m'a permis de le concrétiser. Et c'est pour cette raison que j'enseigne en cinéma, en littérature, et en SIC. Alors SIC, c'est un petit acronyme qui signifie Sciences de l'information et de la communication. J'enseigne à des étudiants de niveau licence 3 jusqu'au niveau doctorat et j'enseigne dans des formations à la fois généralisantes et professionnalisantes. Et j'aimerais aussi ajouter un autre enseignement auquel je suis très très attachée. J'enseigne dans le cadre d'un DU, d'un diplôme universitaire, à des étudiants étrangers qui sont fraîchement arrivés en France et en fait qui ont un an, alors c'est un sacré défi, qui ont un an pour acquérir les bases de la culture française et de la méthodologie universitaire française pour ensuite intégrer la formation de leur choix. Donc vous l'avez compris, je me retrouve dans des situations d'enseignement extrêmement variées auprès d'étudiants très différents avec des besoins très hétérogènes. Et puis pour terminer cette présentation, quelques mots sur ma recherche. Elle porte sur les rapports qu'entretiennent le cinéma et la littérature et plus spécifiquement la poésie. Et le cinéma. Elle porte également sur l'histoire du cinéma. J'appartiens à un projet ANR. Alors un projet ANR, c'est un projet qui est financé par l'Agence nationale de la recherche. Un projet ANR qui s'appelle Ciné 0819 et qui consiste à travailler sur l'histoire du cinéma en France de 1908 à 1919. Et puis enfin, dernier aspect, hein, j'essaie d'être synthétique, mais c'est toujours difficile de résumer sa recherche. Je travaille beaucoup en génétique cinématographique et en génétique scénaristique. Et la génétique scénaristique, c'est justement le sujet de mon séminaire doctoral. D'accord, très bien. Donc en tant qu'enseignante et chercheuse, comment avez-vous ressenti la fermeture de l'université et l'annonce du confinement ? Ah oui, c'était un moment effectivement assez compliqué à gérer. Alors, en fait, ce qui s'est passé quand j'ai appris la fermeture de l'université et ce confinement et surtout le passage des cours en distanciel, hein, puisque c'était ça qui nous concernait principalement, j'ai été un petit peu déstabilisée et j'ai essayé d'analyser, j'ai essayé de comprendre et j'ai voulu identifier en fait les difficultés que j'allais rencontrer. Donc j'ai essayé de le faire dès le départ et puis je l'ai fait évidemment au fur et à mesure. Parce que ces difficultés, elles étaient protéiformes et elles étaient mouvantes en fonction des deux confinements, donc ça les rendait encore plus complexes. Donc j'ai essayé de les identifier et je me suis très vite aperçue en fait, qu'il y avait trois types de difficultés. Il y avait d'une part des difficultés qui étaient purement matérielles et environnementales, on va peut-être pouvoir en reparler. Il y avait des difficultés qui sont très vite devenues physiques et psychiques. Donc ça, c'était évidemment plus compliqué à gérer. Et puis, il y avait un troisième type de difficulté qui était ce qu'on va appeler des difficultés pédagogiques. Alors, bien sûr, il y a des interactions entre ces difficultés.
Alors les premières difficultés peut-être qui m'ont paru les plus faciles à résoudre, les difficultés matérielles et environnementales, bien sûr quand il a fallu comme ça basculer en distanciel, ça nécessitait qu'on soit équipé et correctement connecté. C'est une la palissade, mais ce n'était pas si évident que ça. Alors pour ma part, j'étais personnellement bien équipée avec un ordinateur et 3 grands écrans, hein, donc dans une sorte de cockpit, avec une connexion en fibre optique, donc j'ai envie de dire des conditions assez idéal. Et à cela s'est ajoutée la grande réactivité de l'université et du CIPEM qui nous ont proposé des licences Zoom très rapidement. Donc j'ai eu une licence Zoom sécurisée qui a été très très efficace. Donc là, des conditions encore une fois un peu idéales. Par contre, moi je suis enseignante, je suis émetteur et quid des étudiants qui se retrouvaient de l'autre côté, comment pouvaient-ils recevoir et participer au cours? Donc là, c'était beaucoup plus compliqué parce que, encore une fois, l'université Gustave Eiffel a fait tout ce qu'elle a pu en fonction de ses moyens. Mais dans notre université, il y a 17 000 étudiants. Et que, évidemment, on ne peut pas comme ça, du jour au lendemain, équiper correctement tous les étudiants. Donc je me suis retrouvée avec des étudiants qui pouvaient suivre le cours sur des smartphones, avec des connexions Wi-Fi qui étaient assez aléatoires, donc évidemment des conditions qui n'étaient pas idéales au niveau de la réception. Et dans ces difficultés matérielles qui se sont présentées, il y avait aussi les difficultés qui étaient liées à l'environnement de réception. Quand on est enseignant, on fait toujours attention à ne pas aller sur les territoires privés, à garder une certaine distance. Alors là, on s'est retrouvé par moments, alors ça c'était plutôt amusant, drôle et roboratif, mais avec des chiens, avec des chats, avec des lapins qui passaient dans le champ. Mais on s'est aussi retrouvé dans des situations plus délicates, c'est-à-dire que j'avais des étudiants qui étaient dans le salon familial avec les parents qui passaient, qui repassaient, qui discutaient, qui venaient voir également ce qui se déroulait pendant le cours, avec des petits frères et sœurs qui pouvaient s'agiter un petit peu partout. Et évidemment, ce ne sont pas des bonnes conditions de réception pour un enseignement. Et un salon familial, ça se confirme, hein, n'est pas une salle de TD ni un amphithéâtre. Donc ça, c'est d'abord les premières difficultés qu'on a pu rencontrer et qu'on a essayé de surmonter, j'ai envie de dire, assez facilement parce que, d'accord, c'est une question de moyens, mais c'est techniquement assez facile finalement à résoudre. Les deuxièmes difficultés qui sont arrivées et qui ont été différentes entre les deux confinements, ce sont, alors, d'une part, les difficultés physiques. Ça, il ne faut pas les négliger, elles existent, elles existaient, hein, je veux dire, avec les ordinateurs, mais là, elles se sont vraiment développées et on a vu tous les maux de nos corps, MAUX, hein, bien sûr, apparaître. Donc, il y a eu beaucoup de fatigue visuelle, il y a eu beaucoup de douleurs dorsales, des poignets, etc. Enfin, il y avait beaucoup d'étudiants qui s'en plaignaient également, je dis également parce que c'était pour les enseignants aussi difficile. Et c'est vrai que quand on termine un enseignement à 18h ou 19h et que 18h et 19h c'est aussi le moment où il y a un couvre-feu, en fait on finit par tourner ses choix un peu comme un hamster dans sa petite roue, hein. Et quand on est étudiant et qu'on habite dans 7 mètres carrés, ce qui était le cas d'un de mes doctorants, évidemment c'est très compliqué. Donc il ne faut pas non plus sous-estimer cet aspect-là. Et je pense que de tout ça ont découlé des difficultés qui sont devenues psychiques. Et l'état mental, la santé mentale d'un étudiant, enfin comme de tout individu, elle va évidemment avoir un impact sur son comportement. Et il y a certains étudiants qui ont commencé à passer de la crainte à l'hostilité et de l'hostilité à l'agressivité parce qu'ils étaient en détresse. Et là, j'ai vraiment vu une différence en fait dans mon ressenti, puisque vous me demandiez mon ressenti, entre les deux confinements. C'est-à-dire que quand nous avons été confinés au printemps, les choses se sont plutôt bien passées. On était dans une situation d'urgence, il y avait l'aspect nouveau hein, qui pouvait aussi un peu créer une certaine adrénaline. Et puis tout le monde était bienveillant et ça se passait plutôt bien. Quand on est arrivé au deuxième confinement, à la rentrée, là c'était très différent.
parce qu'on se demandait combien de temps ça allait durer. On avait déjà eu la première expérience qui n'était pas forcément réjouissante, mais qu'on avait acceptée parce qu'on pensait qu'elle allait s'arrêter très rapidement. Et là, la situation était beaucoup plus délicate. Il y avait des étudiants qui refusaient d'allumer leur webcam. J'étais obligée d'entrer dans des situations un peu conflictuelles avec eux en essayant de leur expliquer que si vraiment je voulais qu'ils allument leur webcam, c'est parce que je voulais qu'ils ne décrochent pas et que c'était pour eux. Mais j'avais l'impression de me battre parfois avec certains étudiants qui ne comprenaient pas qu'en fait ce que je faisais c'était pour eux et que mon objectif c'était qu'ils ne décrochent pas. Donc j'ai essayé de rester persuasive et positive, mais c'est vrai que je dois bien vous avouer que parfois j'éteignais ma webcam et j'avais vraiment, c'était vraiment très, très, très difficile. Et puis l'autre aspect qui était différent, et ça il ne faut pas le négliger, c'est que lors du premier confinement, nous connaissions les étudiants. Nous les avions déjà vus, nous étions en cours ensemble, en présentiel, alors que lors du deuxième confinement, ce n'était pas le cas. Moi, pour ma part, je n'ai pas vu ces étudiants dans la vraie vie de l'année, et j'ai fait connaissance de ces étudiants en distanciel. Donc ça, c'est une vraie différence, bien sûr. Et puis, troisième aspect, comme je vous l'annonçais, c'est ce que je vais appeler les difficultés pédagogiques, même si elles sont liées à ce qu'on vient d'évoquer. En fait, comment j'ai réagi quand on s'est retrouvé en distanciel, comme beaucoup de mes collègues, je pense, je me suis lancée dans une espèce de course effrénée qui consistait à essayer de trouver plein d'outils numériques. Donc je cherchais, je lisais, j'échangeais, je testais. J'ai testé évidemment les Zoom, les Google Meet, les ClassGap, les Discord. Bon, je m'arrête là. Et puis, tout d'un coup, je me suis dit que je faisais fausse route. Je me suis dit que je faisais fausse route parce que la technique est un outil, mais elle n'est absolument pas une solution, en tout cas dans mes enseignements, bien sûr. Et à partir de là, en fait, j'ai eu un déclic. Je me suis donc encore une fois dit que je faisais fausse route et je me suis dit qu'il fallait que je me recentre, que je me concentre sur ce dont nous avions le plus besoin dans cette période qui était si anxiogène et si labile. Ce dont on avait tous besoin, c'était d'écoute, c'était de solidarité, c'était d'empathie, c'était de bienveillance, c'était d'échange. Et j'ai décidé de me recentrer vers l'humain, j'ai décidé de me recentrer sur ce que je pourrais appeler peut-être une belle communication, une bonne communication. Communication, aujourd'hui, j'ai l'impression que c'est un terme qu'on utilise de manière un peu négative par moment. Enfin, on lui donne une acception négative, comme si la communication, c'était la manipulation, vous voyez, quelque chose comme ça de mensonger. En fait, je trouve ça très dommage parce que communication, c'est un terme absolument formidable. Si on remonte à son étymologie, et c'est très important, ça vient du latin communicare. Et communicare, ça veut dire échanger avec une personne, avec plusieurs personnes. Et ça, c'est capital, la communication, l'échange. On sait d'ailleurs à quel point les interactions sociales sont liées dans la longévité d'une personne. Donc, communiquer, ça devenait vital. C'était presque une question de vie ou de mort, et donc j'ai décidé de me centrer sur cet aspect-là. Alors, donc ça, je l'avais compris, verbalisé, mais après, vous allez me dire, comment on fait et je ne savais pas comment faire, mais par contre, je savais ce que je ne voulais pas faire. Donc en fait, j'ai fait une liste, j'ai fait une sorte d'inventaire, un peu à la Prévert, en essayant de lister ce que je ne voulais pas. Je savais que je ne voulais pas faire des capsules vidéo et des cours asynchrones. Un cours, ce n'est pas un podcast. Je savais que je ne voulais pas diffuser plein de documents, alors sous forme papier ou sous forme de fichiers, à des étudiants qui auraient dû les décrypter, les assimiler tout seuls. Un cours, ce n'est pas un livre. Alors je pense que ça peut avoir un caractère rassérénant pour les étudiants parce qu'on accumule plein de documents et on se dit qu'on a plein de choses, mais ça reste dans des fichiers ou sur du papier et c'est pas là. Donc ça, je ne voulais pas non plus. Ce que je ne voulais pas non plus, c'était couper, amputer mes cours. J'ai des cours assez longs, c'est volontaire de ma part, 3h30 ou 4h. Jamais de cours plus courts. Et je ne voulais pas les couper, je ne voulais pas les réduire parce que réduire un cours, c'est l'édulcorer, c'est enlever de sa profondeur, c'est enlever de sa réflexivité. Et ça, je ne voulais pas non plus. Donc, je me suis dit, ce que je ne veux pas, je le sais, je ne veux pas être un fournisseur de contenu pour des étudiants qui seraient un peu robotoisés.
Et ça m'effrayait. Ça m'effrayait aussi parce que je ne sais pas si vous avez remarqué pendant cette période à quel point la langue a évolué. Je m'explique parce que je vois que vous ne me suivez pas. En fait, j'écoutais mes étudiants, ce n'était pas nouveau, mais maintenant, à ce moment-là, ça devenait omniprésent. Ils disaient qu'ils buguaient. Ils disaient qu'ils étaient en mode quelque chose ou en mode quelque chose. Et dans la langue, on avait ce glissement que je trouvais signifiant et en même temps terrifiant parce qu'un homme n'est pas une machine. Donc voilà, tout ça, je ne le voulais pas. J'avais établi cette liste. Et après, en fait, j'ai essayé de trouver tout un tas de petites solutions avec des éléments qui vont peut-être paraître parfois apparaître comme des petites gouttes d'eau, mais je pense que en fait, c'est tout ça agrégé, toutes ces petites solutions qu'on finit par donner quelque chose qui a à peu près fonctionné. Alors, je vous donne quelques exemples pour étayer mon propos. J'ai créé des salles d'attente avant les cours qui étaient ouvertes 15 à 20 minutes avant le cours pour prendre un café, pour briser la glace, pour essayer d'amener de la présence là où il n'y avait que de la distance. Et ça a plutôt bien fonctionné. Et parfois, je faisais exprès de ne pas me connecter 20 minutes avant, mais plutôt 10 ou 5 minutes avant. Et en fait, je voyais les étudiants discuter entre eux. Et je me disais, bon, ça, c'est en partie gagné. Durant ces salles d'attente aussi, j'ai beaucoup développé une des fonctions de la communication qui s'appelle la fonction fatigue, c'est-à-dire c'est la fonction qui consiste à essayer justement d'entrer en matière, de nouer le contact, de nouer le lien, de partager. Donc bien sûr, je leur demandais toujours comment ils allaient, j'essayais de prendre la température, d'être très attentive au feedback verbal, au feedback non verbal. Il nous arrivait aussi de parler de tout un tas de petites choses pour entrer en matière. Alors ça pouvait être la météo, hein, qui est un sujet classique, mais ça pouvait être quelque chose qui avait changé dans leur environnement, un objet, une coiffure, enfin quelque chose comme ça. Et c'est à ce moment-là aussi que j'ai réalisé qu'il y avait deux éléments dont je connaissais l'importance, mais sans doute pas assez. C'est l'importance du sourire et l'importance du vêtement. Bon, j'ai, je le sais, hein, pour ma part, depuis que je suis toute petite, le sourire vrai et facile. Mais là, ce qui était formidable dans le distanciel, en fait, et ce que je réalisais, c'est qu'il y avait un élément positif, hein, on n'avait pas de masque. Donc on avait des lèvres, des dents, des sourires, on avait des zygomatiques qui pouvaient rebondir. Et en fait, activer ces muscles faciaux, c'est extrêmement important pour la santé mentale, c'est extrêmement important pour l'état d'esprit. Alors ça vous paraît peut-être un peu futile, mais ça ne l'est pas du tout. Et si besoin, je vous renvoie à des travaux que je me suis mis à relire à cette occasion, qui sont les travaux du professeur David Le Breton de l'Université Strasbourg, qui est sociologue et anthropologue, et qui explique justement très très bien l'importance de ce petit geste de rien, comme il l'appelle, de ce sourire apparemment sans importance alors qu'il a beaucoup de valeur. Donc ça a aidé aussi dans l'état d'esprit et dans la disposition du cours. Et puis je parlais du vêtement, j'ai réalisé à ce moment-là aussi à quel point il était important au niveau du rituel et au niveau de la performativité pour se mettre en condition pour bien assurer un cours. Donc on en a parlé beaucoup avec les étudiants, il était hors de question d'être habillé correctement que jusque le haut, ce qu'on voyait, mais aussi dessous. Et ça c'est pas pour rien qu'on parle d'un bleu de travail, vous voyez, ça nous met dans une disposition, une condition et ça nous aidait en fait à tenir. Pour faire quelques confidences, moi j'éprouvais absolument le besoin d'avoir jusqu'à mes chaussures, d'être parfumée, etc. Là aussi, ça m'a permis de relire un certain nombre de textes, et notamment Roland Barthes et Histoire et sociologie du vêtement, c'était quelque chose d'important pour nous aider à tenir. Donc vous voyez, je vous fais une sorte d'inventaire, encore une fois, de plein de petits éléments, mais qui ont aidé. Et puis pour ce qui est du scénario pédagogique, j'ai toujours l'habitude de le poser clairement, mais là je l'ai posé encore plus clairement parce que je sentais que les étudiants avaient besoin d'un cadre, avaient besoin de savoir, d'être assérénés, de savoir où ils étaient, où ils allaient, comment on allait fonctionner. Donc j'ai fixé le plus précisément possible les objectifs, les modalités d'évaluation, la structuration du cours, nos états d'avancement, etc. Ça me semblait très très important, un peu comme en littérature, un auteur va nouer dès l'incipit un pacte de lecture, et bien là j'essayais de nouer un pacte de cours en visio en fait dès le départ.
Je n'ai jamais renoncé aux exposés des étudiants qui sont passés en exposé. Je n'ai pas renoncé aux ateliers avec le CNC, le Centre national de l'image animée non plus, ni avec la bibliothèque universitaire dans laquelle on se trouve. On a fait tous ces ateliers en visio. En revanche, j'ai dû renoncer à des ateliers avec la bibliothèque littéraire Jacques Doucet parce qu'en fait, on devait travailler sur des manuscrits, donc avoir l'objet matériel, l'analyser au niveau génétique, et ça, la matérialité, elle ne passe pas, évidemment, en visio. Et puis, peut-être encore dernière chose, toutes les études en fait en neurosciences montrent qu'un étudiant aujourd'hui, enfin qu'un individu, au-delà d'un étudiant, a une capacité de concentration de 10 minutes. Alors c'est assez effrayant. On a beaucoup perdu parce que quand j'étais étudiante, c'était 20 minutes. Donc ça voulait dire aussi qu'il fallait créer un rythme qui n'était pas soporifique, qui était très varié. Donc j'ai eu l'impression de me transformer un peu en actrice, de jouer beaucoup sur les rythmes, sur les intonations. J'ai essayé de créer des temps plus faibles, lors desquels on faisait des bilans intermédiaires, on discutait, de créer des sas. Quand je sentais que ça devenait très difficile, j'essayais d'avoir recours un peu à l'humour ou à l'anecdote. Et puis bien sûr, j'ai proposé des pauses. Mais je laissais les étudiants décisionnaires quant à ces pauses. C'est-à-dire qu'il était prévu que nous fassions une pause de 20 minutes, mais cette pause de 20 minutes, ils choisissaient le moment opportun pour eux, et ils pouvaient décider aussi de la fractionner. On pouvait prendre 2 fois 10 minutes en fonction des séances. Voilà globalement comment je l'ai vécu, ce passage au confinement et ces cours en distanciel. J'ai demandé... j'ai reçu des évaluations. Certaines étaient spontanées, d'étudiants durant le cours ou dans les salles d'attente pendant les cafés ou par mail, ou parce qu'ils me demandaient de discuter après le cours. Certaines évaluations étaient sollicitées. J'ai pour habitude de demander une évaluation de mes cours. J'avoue que là, je ne l'ai pas fait systématiquement parce que c'était chronophage et c'est vrai qu'il y a des cours pour lesquels je ne l'ai pas fait. Ce qu'il en est ressorti, c'était une évaluation plutôt positive. Je crois que la plus mauvaise note que j'avais obtenue était 9,67 sur 10, je vous rassure, 9,67 sur 10. Et globalement, ce que disaient les étudiants, c'est que parfois, effectivement, ça avait été difficile, ça avait été long, il avait fallu s'accrocher, mais qu'il y avait une écoute. Et ce qui est revenu et qui m'a frappée, c'est une expression que j'ai retrouvée beaucoup dans les évaluations, qui était « bouffée d'oxygène ». Que les cours avaient été parfois difficiles, mais qu'ils avaient été des bouffées d'oxygène. Donc ça m'a un peu rassurée. Je me suis dit que peut-être on n'avait pas trop raté nos cours en distanciel. Et ça, évidemment, c'était important pour moi. Il y a des collègues, notamment un collègue, Philippe Forest, qui a écrit un essai « L'université en première ligne », qui est professeur à l'université de Nantes, qui a parlé d'illusion, qui a dit qu'en fait, nos activités d'enseignement, elles ont été illusoires durant ces cours en distanciel. Je pense que c'est un peu fort. Alors certes, il y avait une partie d'illusion, mais une partie d'illusion, à mon sens, qui était aussi intéressante parce qu'elle nous permettait d'y croire ou de faire comme si on y croyait, de s'accrocher et en tout cas d'avoir un lien, plutôt que de se retrouver dans le néant. Mais en revanche, évidemment, un cours en distanciel, malgré tous nos efforts, ne sera jamais à la hauteur d'un cours en présentiel. Ça, c'est une évidence. Donc vous avez été très complète et intéressante, mais je vais revenir sur plusieurs points. Tout d'abord, les difficultés. Vous avez parlé des difficultés inhérentes aux enseignants pendant le confinement. Mais qu'en est-il de vous, plus particulièrement, on va dire, par rapport à vos matières, notamment le diplôme, vous avez parlé, le diplôme universitaire pour les étrangers, c'est ça? Oui. Alors moi, je me suis retrouvée dans toutes les difficultés. Peut-être que je n'ai pas été assez claire. J'ai parlé des étudiants et des miens, parce que finalement, on a eu quand même les mêmes difficultés. Je me suis retrouvée dans toutes ces difficultés. Peut-être ce qui a été le plus difficile à surmonter, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. En fait, c'est parfois l'impression quand l'angoisse des étudiants se transformait un peu en agressivité, l'impression de lutter contre eux, alors qu'en fait, je luttais pour eux et certains avaient du mal à le comprendre. Et je voulais vraiment leur faire comprendre que mon seul objectif et l'épée de Damoclès que j'avais au-dessus de la tête, c'était qu'ils décrochent. Et vraiment, je ne voulais pas qu'ils décrochent. Et c'est pour ça que je luttais pour l'importance de la webcam, l'importance de se voir, l'importance de ne pas décrocher. Donc ça, moi, ça a été peut-être ma difficulté majeure. Après, oui, question très, très pertinente, les étudiants étrangers, comment on a fait cette année-là?
Et il y a un étudiant étranger qui a pu venir en France avec son visa, c'est tout. Donc en fait, il y avait 7 étudiants, en l'occurrence tunisiens, qui étaient ici, qui étaient à Champs, qui étaient à l'université, et les autres étudiants étaient dans des pays différents en visio. Donc il y a eu beaucoup de difficultés, des difficultés que vous imaginez, hein, c'est-à-dire qu'il y a des fuseaux horaires aussi différents entre la Chine, le Kazakhstan, la Tunisie, le Maroc, je vous donne un peu toutes les nationalités, le Chili, des étudiants que j'avais. Donc c'était la difficulté principale, parce que je ne vérifiais pas l'heure à chaque fois, mais j'imagine que pour certains étudiants, il était très tard ou très tôt. Donc ça, c'était problématique. Ça compliquait encore les échanges parce que vous vous doutez bien qu'on a aussi des difficultés au niveau de la langue avec les étudiants étrangers. Et donc, il fallait instaurer encore davantage ce climat de confiance, cette écoute, cette bienveillance pour arriver à enseigner correctement. Donc, les efforts que j'ai signalés tout à l'heure, j'ai dû les faire peut-être avec encore plus de force avec ces étudiants étrangers. Voilà, progressivement, on est arrivé à enseigner correctement et ils étaient très demandeurs et ils allumaient toujours leur webcam, par contre, parce qu'ils avaient bien compris, évidemment, l'importance de l'image et de l'échange aussi par les mimiques et par le visage. Très bien. Donc après les difficultés, vous avez parlé de communication. Est-ce que vous avez réussi à maintenir le lien d'après vous ? Bah écoutez, encore une fois, ce n'est pas une réussite parfaite, hein, loin de là, mais les retours des étudiants me laissent penser que quand même on s'en est pas trop mal sorti. Les notes également, parce que je n'ai pas baissé mes exigences et les notes ont été bonnes. Et parmi tous les étudiants que je vous cite, je crois qu'il y a eu une personne, simplement, un étudiant qui a arrêté. Bon, alors pour des raisons qui étaient aussi externes, hein, malheureusement sa famille avait été aussi touchée par le Covid et il y avait eu des décès, donc ce n'était pas lié qu'au cours en distanciel. Mais voilà, tous sont tenus, tous ont obtenu des résultats plutôt corrects et quand je regarde le retour, encore une fois, ce n'est pas quelque chose de pérenne et qu'on aimerait renouveler, mais je pense qu'au vu de la situation, on s'en est tous plutôt bien tirés, on a tous fait des efforts et on a tous compris comment avancer ensemble, parce que j'insiste, hein, si besoin, la solution, encore une fois, elle n'est pas dans les outils numériques, elle était vraiment dans l'échange, la bienveillance, l'humain et ces relations qu'on a pu instaurer. D'accord. Donc vous dites que ce n'est pas la solution, les outils numériques, ce ne sont que des outils, mais est-ce que vous en avez utilisé certains, lesquels, pourquoi ? Alors j'en ai sans doute moins besoin que des collègues dans d'autres disciplines, hein, nous sommes d'accord. Moi en fait je me suis vraiment focalisée sur Zoom, qui me paraissait un très bon outil, facilement accessible de surcroît. Donc je l'ai utilisé, alors évidemment dans sa fonction de visio avec les caméras, mais je l'ai utilisé aussi avec la conversation. Donc les étudiants pouvaient me poser parallèlement des questions dans la conversation ou en utilisant les petites icônes qui montraient soit leur satisfaction, soit quand ils levaient la main pour poser une question. Donc on a utilisé ces deux outils-là. On a bien sûr utilisé le partage d'écran pour les PowerPoint. Là, j'ai conçu des PowerPoint un peu différemment, avec beaucoup plus de bilans intermédiaires, beaucoup plus de mots-clés, beaucoup plus de schémas pour ancrer vraiment les données plus aisément dans leur esprit. Je l'ai utilisé évidemment, vous vous en doutez, en cinéma pour montrer des extraits, analyser des extraits. J'ai essayé de multiplier les sources, donc j'ai aussi projeté des documents, enfin pas projeté, c'est pas le terme, mais diffusé des documents audio. Et puis les étudiants l'ont évidemment aussi utilisé dans toutes leurs prestations orales et leurs exposés. Donc en fait les fonctions de base de Zoom suffisaient largement pour répondre à toutes nos demandes et toutes nos attentes. Très bien. Bien, vous l'avez dit, en même temps qu'enseignante, vous êtes chercheuse. Donc au niveau de votre cadre de travail, comment ça s'est passé? Est-ce que vous avez réussi à maintenir la division entre espace professionnel et personnel? Alors ça, c'est une vraie question, mais c'est une vraie question en fait qu'un enseignant-chercheur dans mes disciplines a constamment. Parce que, évidemment, quand on écrit nos ouvrages, nos articles, on est beaucoup chez nous. Donc moi, pour ma part, je parlais de cockpit initialement, on pourra boucler la boucle. J'ai mon cockpit, j'ai la chance d'avoir mon bureau, mes 3 écrans, mon ordinateur. Donc j'ai cet espace qui est mon espace, dans lequel il n'y a pas d'interférence et dans lequel je peux travailler. Donc ça n'a pas été modifié. En revanche, en tant que chercheuse, évidemment, je n'ai pas eu accès au fonds d'archives et j'ai été empêchée dans mes activités de recherche, bien sûr.